En direct depuis Lyon Eurexpo. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix qui font rouler la France, bouger plutôt cette France, c'est plutôt l'industrie qui fait bouger la France en direct du Salon Global Industrie 2025 qui se tient depuis le 11 jusqu'au 14 mars avec une série de ministres demain, Philippe. Oui, demain il y aura le Premier ministre François Bayrou, il y aura le ministre de l'Industrie Marc Ferracci et il y aura la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet. Voilà, donc inutile de dire que ça va être un salon demain ministériel. Voilà, exactement. Et en attendant, nous avons une table bien fournie. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font bouger la France. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et avec autour de cette table Aurélien Goyer qui est avec nous, fondateur de Influstriel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Florence Berthaud, directrice générale adjointe de FANUC France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Carole Dénézé qui est avec nous, chargée de mission RP chez Chimirec. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Van Der Bosch, il était avec nous il y a quelques instants, directeur de OMP Fonderie Zamac et président d'Expérience Zamac et dans l'Ain. Vous êtes dans l'Ain. Et Christophe Chambet qui vient de nous rejoindre aussi, président de Pacartis, spécialisation en usinage de précision à Payonnais en Haute-Savoie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer par vous, puisque vous êtes le dernier cité, de nous expliquer effectivement ce que vous faites, quel est le principe de cette belle industrie et depuis combien de temps surtout? Alors écoutez, le groupe Pacartis, c'est un groupe familial, c'est une PME familiale qui a aujourd'hui plus de 50 ans, qui est spécialisée en ingénierie et en solutions globales d'usinage de précision durable. Ce groupe, il comporte à peu près 200 salariés pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. C'est beau. Oui, une croissance assez régulière, très diversifiée. On a pour objectif de proposer à nos clients, à nos partenaires, des développements selon deux axes. Un premier qui vise à optimiser les stratégies d'usinage pour fabriquer donc des pièces. Tout cela avec pour objectif de limiter au maximum l'impact environnemental de l'usinage. Deuxième activité de notre groupe, va avoir attrait à la modernisation de machines-outils, que ce soit des machines d'usinage, des machines de rectification. Donc l'idée, c'est de promouvoir l'intérêt des machines existantes, de les rénover pour les rendre plus performantes et leur permettre aujourd'hui de proposer des solutions qui peuvent être innovantes et s'intégrer à la place de solutions neuves. Florence Berthaud, vous êtes directrice générale adjointe de FANUC France, fabricant de robots industriels. Vous êtes basée dans l'Essonne, mais pas que, c'est un énorme groupe. Oui, exactement. Alors nous avons 4 sites en France, à Lyon justement, en Haute-Savoie, à Marnat et à Rennes. Ah, vous êtes un peu copains alors? Oui, on se connaît bien, en l'occurrence. Absolument. Et donc FANUC, en quelques mots, en un seul mot déjà, j'ai envie de dire, c'est de l'automatisation. C'est FANUC automatisation. On est vraiment pionnier dans ce qui est la commande numérique. Commande numérique, c'est l'intelligence de la machine-outil dont on vient de parler. Et donc pionnier dans la CNC, pionnier dans la robotique, où vraiment donc on existe depuis 1952 et dans la robotique depuis 1972. Dans plein de filières différentes. Alors, 270 filiales dans le monde. Oui. Voilà, c'est vraiment un groupe. Filières, je disais de filières, l'aéronautique, vous travaillez en tout cas pour beaucoup de filières. Alors on travaille à peu près pour toutes les filières. Partout où il y a de l'industrie manufacturière, il y a des robots, ou en tout cas on peut mettre des robots et on peut du coup augmenter la productivité et la compétitivité. Sébastien Van Den Bosch, ils se connaissent, vous connaissez aussi tant qu'on y est après tout? Non, on n'est pas très loin. C'est fait. Il gagne à être connu en tout cas. On se connaît. Chez vous, OMP Fonderie, Zamac, du Zamac, donc forcément c'est un... Du Zamac, tout le monde en voit tous les jours, ne sait pas ce que c'est cette matière. Donc je me présente, je suis Sébastien Van Den Bosch, je suis directeur d'OMP Fonderie et président d'Expérience Zamac. Je fais partie d'un groupe piloté par Loïc Lefroc-Pirigeant sur la partie des transformations des métaux. Donc on fait de la fonderie, de Zamac, de la fonderie aluminium, de la fonderie sous pression et en coquille. On fait de l'usinage de précision sur pièces de forge et de la chaudronnerie aussi et
de la découpe et de l'emboutissage. Pour rentrer plus en détail sur OMP, c'est une société qui est créée en 1968 en plein cœur de la Plastic Valley, et on transforme de la matière qui s'appelle du Zamac, c'est du zinc, de l'aluminium, du magnésium et du cuivre. C'est une matière qui est en fusion à 420 degrés, et on réalise tout type de pièces dans la cosmétique, dans les spiritueux, dans l'électronique, dans l'électrique, dans l'hydraulique, dans tout ce qui est sécurité, sécurité, barrière de panique. Et vous, Carole Denis, vous êtes chargée de mission RP chez Chimirec. C'est une entreprise de valorisation de déchets. Et vous êtes basé, vous, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Alors ça, c'est le siège. Mais finalement, on a plus de 50 sites. Oui, c'est ça. Mais le siège est à Aulnay. C'est ça. Vous êtes un peu partout en France, c'est ça. Voilà. Donc nous, ça fait depuis 1958 qu'on s'occupe de la collecte, la gestion et la valorisation des déchets dangereux. Donc tout type d'entreprise. On a commencé avec les concessions automobiles pour arriver justement au global pour nous faire connaître et reconnaître en tant qu'experts, pionniers, l'économie circulaire, mais également dans l'industrie. Et on vous êtes un peu partout en France, également à l'étranger. Oui. Mais je pense qu'on pourra y revenir. On a 1500 collaborateurs. On est présent aussi à l'étranger. Et ils font des pop-corn. Oui. C'est une blague. Et vous, Aurélien Goyard, vous êtes fondateur des Influstriels, c'est ça? Alors ça, c'est très innovant. Très innovant. Expliquez-nous ce que vous faites en tant qu'influstriel. Alors, le jeu de mots est excellent, je dois le dire. Oui. C'était un peu provocateur, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Moi, les Influstriels, ça a été lancé il y a 1 an à Global Industries, justement, donc notre destin est intimement lié. Moi, j'ai une casquette qui est aussi celle de représenter les startups industrielles françaises à travers une organisation qui s'appelle Start Industrie. On en reparlera un petit peu quand on va parler un peu d'innovation et de technologie. Puis donc, je suis très impliqué dans les écosystèmes de l'industrie. Les Influstriels, c'est né d'un constat. Vous savez que l'industrie est un peu ce monde du cartésianisme, de la science, etc. Et il y a 5 ou 6 ans, si on avait dit à des industriels qu'on allait jouer ce jeu de l'influence telle qu'on la connaît, d'ailleurs pas toujours sur ses meilleurs jours, l'influence TikTok, toute l'image qu'on en a un petit peu négative finalement, nous parents, on n'imaginait pas une seconde qu'on allait pouvoir être bien reçu dans un monde comme celui-ci. C'est un peu antinomique le côté je suis cartésien et rationnel et je serai influencé par quelqu'un qui me fait des posts sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc ce côté influstriel était un peu provoquant pour expliquer que en fait si et pourquoi. Quand on prend les chiffres, un influenceur en général il traite de 3 grands sujets et dans seulement 4% des cas il traite du sujet de ce qu'on appellera le business, ce qui est très peu. Et en plus, l'industrie est une sous-partie de ça. Donc en fait, nous, industriels qui traînons sur les réseaux sociaux professionnels, on a l'impression que tout le monde parle que d'industrie. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on a une toute petite cacahuète de prise de parole sur les réseaux sociaux. Et la question est simple, c'est pourquoi se priver d'outils gratuits, utiles, qui ont changé, fédérateurs et qui permettent en fait de porter la voix de l'industrie. Je pense que l'industrie doit faire feu de tout bois pour pouvoir re-rentrer dans la vie des Français. Et les réseaux sociaux en font partie. Il faut apprendre à jouer aussi ce jeu-là quelque part. Donc les influstriels, c'est pas des influenceurs qui deviennent des industriels, c'est plutôt des gens qui sont déjà industriels mais qui ont envie de jouer ce jeu un petit peu aussi, d'utiliser l'influence digitale. Et un peu avant de partir en pub, c'est-à-dire que beaucoup d'industriels ne voulaient pas communiquer parce qu'il y a eu un industriel bashing pendant longtemps, mais moins on communique, plus on laisse la place aux autres. Donc c'est une façon aussi de trouver des solutions. Tout à fait, il y a eu une espèce de fermeture, une opacité qui s'est créée autour du monde de l'industrie, en particulier dans les médias. Et voilà, force est de constater. Vous avez remarqué. Oui, non, mais vous voyez, aujourd'hui, les gens réouvrent un peu les chakras sur ces sujets. L'industrie est en train de redorer son blason petit à petit. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. Et alors, le digital, sans la présence sur le terrain, ça n'est rien, mais c'est quand même un sacré outil. Voilà, vous restez avec nous, on reviendra dans un instant, puisque sans recrutement, l'industrie est un peu à l'arrêt. Et c'est vrai que trouver des nouveaux talents, comment créer ces nouveaux talents, comment être appétant quand on travaille dans l'industrie, comment être attractif, on en parle dans un instant, à tout de suite. En ouvrant nos chakras. Absolument, Philippe. C'est Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio. Vous êtes 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci pour ce succès. Et votre fidélité, bien sûr. Continuez à nous écouter, notamment grâce à l'appli Sud Radio sur vos téléphones. Sud Radio. Parlons vrai. En direct depuis Lyon Eurexpo. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables.
Les vrais voix responsables en direct de Global Industrie 2025. Le problème avec tous nos invités, c'est que rien que de les citer, ça met une demi-heure. Alors, Aurélien Goyer est avec nous, fondateur de Influstriel, qui est avec nous, bien sûr. Florence Berthaud, directrice générale adjointe de FANUC France. Carole Denez, qui est chargée de la mission RP chez Chimirec. Sébastien Van der Bosch, qui est directeur de OMP et Fonderie Zamac et président d'expérience Zamac. Et Christophe Chambet, président de Précardis et spécialisation en usinage en Haute-Savoie. Voilà, on revenait, on vous le disait juste avant la pub, ce qui est intéressant bien entendu, c'est de se dire comment rendre l'industrie appétante quand on recherche des nouveaux talents, que tout le monde recherche bien entendu, parce qu'on parle beaucoup d'expertise. Florence Berthaud, vous avez pris le micro en premier, donc je vais vous poser cette question. Regardez, oui, c'est vrai que je vous ai regardé. De dire d'abord comment on les attire. Est-ce que aujourd'hui l'entreprise, ce qu'on appelle l'image de l'entreprise, comment on va les chercher et qu'est-ce qu'on leur propose? Alors nous, ce que nous avons trouvé chez FANUC pour essayer de rendre justement l'industrie un peu plus appétante et la robotique qui pourtant est quand même assez intéressante et suscite de l'intérêt chez les jeunes, on a organisé notamment un concours de la robotique industrielle qui s'adresse à tous les jeunes de bac plus 2 à bac plus 5 en fait. Et on en a la 12e édition, on réunit à peu près 160 écoles au démarrage, on en retient après, il y a tout un système de sélection, on en retient une 50aine. Et tout ça, ça se joue dans 2 semaines, c'est le 31 mars chez FANUC France. Vous êtes les bienvenus, Sud Radio, avec plaisir, on vous accueille. Et c'est fantastique quand même, ça a pris énormément d'ampleur. On a commencé avec 11 écoles il y a 12 ans, on est maintenant donc avec 160. Et les profs jouent le jeu, ils sont extrêmement demandeurs de formation, de sujets et d'événements comme ça rejoint un petit peu. On est quand même un petit peu toujours sur l'attraction en fait, avec l'influence et autres. Ces jeunes, ils adorent un peu la compétition aussi et ils viennent ici. En plus, on rencontre des parcours vraiment formidables. Voilà, donc c'est un bon moyen qui nous permet justement de bien communiquer là-dessus. Carole Denise, l'économie circulaire, le recyclage, c'est très en vogue chez les jeunes. Est-ce que ça les attire beaucoup pour venir travailler chez Chimirec? Exactement, ça fait sens. On a un métier, maintenant nous devenons sexy et attractifs, j'ai envie de dire. Donc actuellement, on a quand même plus d'une 50aine de sites en France, donc on recherche environ 100 personnes. Tout métier confondu, c'est-à-dire que nous on prend en dessous du bac, il n'y a aucun problème puisqu'on a besoin d'opérateurs, de manutention, de chauffeurs, de commerciaux, de chimistes. On a un panel chez nous de métiers tellement large et on prend également des alternants. Ah oui, voilà, on a un alternant qui est maintenant notre directeur commercial groupe qui est rentré en tant qu'alternant, donc il y a plus de 30 ans maintenant. C'est une belle définition. Aurélien Goyer, vous travaillez sur l'influence, la marque employeur hyper importante dans ce métier. Hyper importante, mais je vais commencer par un petit bémol. La marque employeur, elle est importante si ce qu'on y montre est révélateur de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Ah bah oui, non, pas de fake. Non, mais en fait, il y a quand même cette tendance un peu encore dans la communication de se dire, voilà, on va mettre du verre partout, de la RSE. Exactement. Voilà. L'industrie doit faire une espèce de preuve par l'exemple, en se concentrant sur ses compétences et son excellence, et le reste suivra. On ne demande pas non plus aux gens de mettre la poussière sous le tapis. L'industrie, il y a du bon, il y a du moins bon. Personne n'a dit que c'était parfait, mais les jeunes qui nous regardent n'attendent pas non plus qu'on mette la poussière sous le tapis. Ils veulent la vérité, ils veulent quelque chose qui soit révélateur de ce qu'ils vont trouver en entreprise, et parce que si on fait pas ça, en fait il y a du turnover, les gens ils viennent et ils repartent. C'est ce qui se passe notamment avec les femmes. On peut pas leur mentir de toute façon. Non, mais vous voyez typiquement, pardon, allez-y. Non, allez-y. Allez-y. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, vous voyez typiquement sur la féminisation de l'industrie, on a aujourd'hui fait beaucoup pour attirer les femmes dans l'industrie. Il y a des chiffres qui nous montrent aussi que les femmes qui viennent dans l'industrie, beaucoup malheureusement en repartent assez vite. Ça veut dire que on a su attirer, mais qu'on n'a pas forcément encore trouvé les clés de la situation qui permettra aux femmes de s'épanouir durablement dans une entreprise industrielle. Donc il y a encore du boulot. La communication est censée être la vitrine, pas une coquille. Christophe Chambet, dans la mécanique de précision, est-ce qu'on arrive à recruter facilement ? Oui et non. Oui, si on s'y prend bien. Vous faites une réponse de Normand en étant en Haute-Savoie, ce qui est intéressant. Ouais. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que si on essaie de donner de l'envie, de donner du sens à ce que l'on propose aux jeunes que l'on souhaite recruter, que l'on fait confiance, que l'on explique à quoi sert son travail, ce que l'on attend d'eux, finalement, ça se passe assez bien. Alors,
Ça se résume pas qu'à ça. Évidemment, derrière, la marque employeur, elle est importante. Il faut être capable de proposer des conditions de travail, des conditions de vie qui soient satisfaisantes, qui soient en adéquation avec ce que aujourd'hui on peut attendre. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de sens au travail que l'on propose, s'il n'y a pas d'intérêt, c'est compliqué. On va recruter, mais on ne va pas fidéliser. Pardon de vous couper, mais vous n'êtes pas tout seul en fait. Les politiques publiques doivent vous aider là-dessus. Les régions, les communes doivent aussi être suffisamment attractives parce que vous ne pouvez pas faire le boulot tout seul. Non, on ne peut pas le faire tout seul et j'ai envie de dire particulièrement pour notre territoire et le département de la Haute-Savoie qui est à proximité de la Suisse, qui est un département... alors pour le coup, l'industrie est très forte, 25% de PIB dans l'industrie. C'est très intéressant. Oui, il y a un taux de chômage qui est très faible. Il faut vraiment lutter, décupler son énergie et ses capacités à trouver des solutions pour recruter. Mais une fois de plus, ce qui est important aujourd'hui, c'est de fidéliser. Le recrutement, c'est une chose, mais si c'est pour ne pas garder nos salariés, ça n'a pas de sens. On est sur des métiers extrêmement compliqués, avec des savoir-faire importants. On a besoin de former 2, 3, 4 ans avant que les personnes soient parfois autonomes. Donc, comment on fidélise à l'entreprise, comment on fait en sorte que la personne se sente bien chez nous. C'est ça qui est les vrais enjeux aujourd'hui. Sébastien Van den Bosch, dans des métiers comme la fonderie de Zamac, c'est des conditions de travail, on a de la fonderie à 400 degrés, dans des températures très élevées. On arrive à recruter sans trop de problèmes ? Vous dire oui, ça serait vous mentir. Clairement, Sud Radio, parlons vrai, donc parlez vrai. C'est non, on n'arrive pas à recruter, clairement. On n'arrive pas à fidéliser puisque c'est des métiers qui sont en perdition. C'est des métiers où on a arrêté toutes les formations scolaires sur ce type. Alors que ça recrute. Alors que ça recrute, puisque on est quand même des métiers où on recherche énormément de techniciens. Puisqu'on parlait de l'IA tout à l'heure, l'IA ne remplacera jamais un technicien derrière une presse pour faire un réglage de moule et un démarrage de moule. L'IA ne remplacera jamais quelqu'un pour développer une pièce, la rendre réalisable et derrière les finitions, les bavurages, etc. Des informations qui vont bien pour réaliser un moule. Donc on a une vraie difficulté de recrutement sur attention au micro, on vous entend pas. Il faut bien le mettre près de la bouche. Sur notre secteur d'activité. Clairement. Je rejoins ce que disait auparavant mon collègue Christophe Chambé, c'est qu'on est aussi très très proche de la Suisse. Et les jeunes, eux, ils se posent pas la question s'ils doivent faire 1h30 de route le matin, 1h30 de route le soir pour aller gagner beaucoup plus sur des métiers beaucoup plus simples où ils n'ont pas besoin d'être sales. Ça, c'est une certitude. Donc, ce sont des vraies difficultés pour nous. Donc, on est obligé de réagir en passant par l'apprentissage. Et on a des jeunes qui sont restés chez nous par l'apprentissage. Ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans d'apprentissage. On les a fait monter en compétences et on essaye de les appâter pour qu'ils restent chez nous. Mais ça reste quand même des métiers qui sont très difficiles. En été, vous imaginez 20 presses à 420 degrés, sous des toitures en tôle. Vous imaginez, il fait 40 dehors. C'est hyper vendeur ce que vous dites là. Il en fait 50. Mais c'est un métier qui est tellement intéressant que quand le jeune est capté et s'intéresse au métier, il peut quasiment pas y quitter. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on va revenir sur la souveraineté industrielle, on en parle partout, bien entendu, comment relocaliser, sécuriser nos productions avec l'ensemble de nos invités. Je pense qu'on couvre le monde entier avec tous les invités qu'on a ce soir. Toute la France et le monde entier, c'est magnifique, on voyage. On fait une petite pause, on reste ensemble bien entendu jusqu'à 20h avec les vraies voix. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Direct depuis Lyon Eurexpo. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables avec Philippe David. Oui, on est au salon Global Industrie à Lyon et on va parler désormais d'une phrase, on va dire que c'est un mantra, la souveraineté industrielle. Alors on en parle encore plus depuis qu'il y a les petits problèmes, on va dire ça comme ça, entre la nouvelle administration américaine et les Européens. On va reprendre avec vous, on va faire un tour de table bien évidemment. Sébastien Van den Bosch, on entend par exemple que pour plein d'industries, notamment l'armement, il faut être à nouveau souverain.
européens pour pouvoir ne pas avoir besoin des Américains ou d'autres pour pouvoir produire nos armes et le reste. Est-ce que c'est en bonne voie en France? Est-ce qu'on progresse dans ce domaine? Alors moi je suis pas une langue de bois. J'ai envie de dire, il faut pas avoir que des paroles, devoir réindustrialiser la France et de la rendre souveraine. On l'a vécu avec le Covid, où on a été inondé de demandes de pièces réalisées à l'étranger, essentiellement dans des pays Chine. Je ne sais pas si c'est le droit de le dire, mais parlons vrai, c'est ce qui a marqué sur le mur. Chine. Et au final, une fois que tous les containers sont revenus dans les tarifs normaux, que tout est revenu dans les règles, on n'en parle plus. Après, on a mis la partie sur l'écologie, le vert, le green, et puis maintenant ça part un petit peu en fumée. On nous demande d'être propre, et on a fait le travail industriel de rendre nos industries propres, de les rendre attractives et autres. Mais au global, en termes de relocalisation, j'ai participé à énormément de 24 heures relocalisation et autres, et au final, sur tous ces produits, il y en a très très peu qui reviennent. Donc à l'heure actuelle, oui, il faut être souverain sur l'armement, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit un feu de paille. Parce qu'on a les compétences, on sait faire, et on a toujours su faire. Mais il faut donner la voix aux industriels et qu'ils apportent les compétences, et qu'on les écoute, et qu'on leur ramène à nos gouvernements. Nous, on sait faire, et voilà comment on sait le faire. Et on avisera après de la rentabilité des choses. Aurélien Goyer, vous êtes d'accord avec ça, la relocalisation, une tendance, mais ou un simple discours en fait? Je pense que la relocalisation, il y a la notion du qui est un peu débattue dans l'industrie, parce que ça voudrait dire qu'on remet quelque chose en place qui était en place. La vérité, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas réimporter, et de toute façon, ça serait pas vraiment faisable. Par contre, l'idée de remettre la main sur des chaînes d'approvisionnement qu'on a perdues paraît tout à fait évident aujourd'hui. Et réalisable. Réalisable. Mais ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un consensus national qui est en train de se former autour du fait que il n'y a pas de secteur qui apporte plus socialement, économiquement à un pays que l'industrie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il aura fallu attendre une autre crise sans précédent pour se dire encore au pied du mur: ah mais ouais, quand même, c'était pas mal. Il suffit de voir ce qui s'est passé, les mouvements de bague. Tout va bien, vous inquiétez pas, personne n'est blessé, tout va bien. Les mouvements, il y a 7 ou 8 ans, quand il s'agissait de prendre la parole sur les sujets de l'autonomie stratégique en termes d'électricité avec le nucléaire, c'est très difficile d'en parler sur les plateaux. C'était très clivant. Aujourd'hui, le nucléaire, il y a un consensus qui se forme sur l'importance. Sur l'armement, c'est la même chose, c'est-à-dire que finalement, c'est des secteurs qu'on cache un peu sous le tapis, dont on parle pas trop, puis aujourd'hui tout le monde en parle bien librement sur les plateaux. Il suffit d'être connecté sur des chaînes télévisées en ce moment, on ne parle que de ça. Donc juste mon message, c'est: et si on écoutait un peu les experts qui s'évertuent à nous dire depuis 10 à 20 ans que l'industrie, un pays ne peut pas vivre sans industrie. Sauf que c'est à la fois, on est content qu'il y ait un consensus, mais encore une fois, raté un peu trop tard. Carole Denise, quand on fait de l'économie circulaire comme vous, est-ce que c'est pas un point pour la souveraineté? Parce que par exemple, le plastique qu'on recycle, c'est du pétrole qu'on n'importe pas. Oui, bien sûr. Donc on a aussi des unités de recyclage des plastiques. On va aussi aller, nous, vers la décarbonation de l'industrie lourde avec du combustible de substitution, du CSR, du CSE. Après, nous sommes également présents à l'étranger, mais il y a quand même une énorme volonté du groupe de continuer à mailler la France pour être toujours plus près de l'industrie. Donc comme je vous ai dit, 50 sites toujours plus proches, 4 d'ouverts l'an passé, dont également plusieurs en région, et puis 2 aussi bientôt en ouverture, et une volonté de notre président de continuer justement à mailler la France et d'aller de continuer avec l'étranger, mais de rester là où on est, mais pas de forcément développer l'étranger, de rester vraiment franco-français familial et à la portée de tout le monde. Florence Berthaud, c'est le maillage, ce mot, un maillage territorial est hyper important, parce qu'il y a encore des campagnes aujourd'hui qui n'ont pas d'industrie, qui cherchent du travail, qui aussi ont besoin de ça. Ensuite, il y a toute une valeur écologique qui empêche certaines industries de s'installer, qui attendent parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans pour finalement se dire on va se délocaliser dans un autre pays qui va nous accueillir. Ça aussi, il faut trouver un point avant la rupture.
Oui, alors c'est justement ce sur quoi nous on lutte en apportant des solutions d'automatisation. C'est vraiment, on le dit, on le redit toujours, la robotique, elle est là pour justement maintenir l'emploi et l'industrie dans nos pays occidentaux. On parle de la France, je pense qu'il faut élargir et raisonner vraiment européen un petit peu. Après, je pense qu'on parle d'expertise et d'expertise industrielle. Je pense que le mot est un peu galvaudé. Je trouve aujourd'hui sur les plateaux TV, il y a beaucoup d'experts. Malheureusement, ça se heurte un petit peu, je pense. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Mais il y a des vrais experts. Mais des vrais experts, je ne sais pas si on les écoute effectivement, et je pense que le politique se heurte justement. Qu'est-ce qu'ils disent les vrais experts, par exemple? Alors, les vrais experts, je pense qu'il faut, ils disent faites preuve de pragmatisme. Des fois, il suffit pas de grand chose. Il faut déjà, je pense, mes confrères ici en parleront peut-être mieux, mais nous on le constate avec nos clients, nos intégrateurs qui sont vraiment des petites boîtes aussi. Il faut faciliter le job. On le constate vraiment, mais à tous les niveaux, au niveau administratif, au niveau financier. J'ai en tête l'exemple d'une petite boîte aujourd'hui qui doit gérer une succession. Mais les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, une succession d'entreprises est un obstacle familiale, énorme en France familiale. Mais faisons en sorte de garder nos boîtes familiales. En Italie, 0% de taxes sur les boîtes familiales. Une boîte familiale. Une boîte familiale. Exactement. Et ça, c'est terrible. Absolument, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et je pense que si on accuse un retard en nombre d'ETI par rapport à ce que peut alors les ETI, c'est les entreprises de plus de 250 salariés. Ça, les entreprises de taille intermédiaire, tout à fait. Et si on accuse un retard aussi important par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, mais c'est aussi simplement parce que les droits de succession sont beaucoup trop importants et qu'il est compliqué de transmettre son entreprise en France. Ou alors on la transmet, très bien, mais il faut payer la transmission et pendant ce temps-là, on n'investit pas, on n'embauche pas, on n'innove pas et finalement, c'est une branlante. Il faudrait faire une pause en fait, c'est ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais concernant la réindustrialisation, moi j'ai quand même envie de voir le verre à moitié plein. La crise de la Covid nous a fait prendre conscience de tout un tas de choses. Il y a quand même eu un effort réalisé par l'État extrêmement important. Les plans de relance qui ont été mis en place, qui ont permis d'investir, qui ont permis d'innover, qui ont permis de se diversifier, de se positionner sur des nouveaux marchés. Enfin, on peut pas cracher là-dessus. C'est quelque chose qui a été réalisé. On en a, je sais pas si tous autour de la table on en a bénéficié, mais en tout cas un très grand nombre. Et c'était vraiment une très belle initiative. Bien. 5 ans après, il faut pas s'arrêter là. Si on réindustrialisait un pays en 5 ans, ça serait génial et ça serait facile, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, bien qu'il y ait des difficultés économiques, qu'il y ait un avenir incertain, il faut pas lâcher. Ce qui a été fait, il faut le continuer. Il faut peut-être l'améliorer. On a un outil qui est fantastique en France qui s'appelle la Banque publique d'investissement, la BPI, qui continue par tout un tas de moyens. Et aujourd'hui, c'est le jour bleu pour la BPI sur son salon Global Industrie. D'où vos foulards et vos badges. Ouais. Il faut pas l'oublier, c'est un soutien et une aide incroyable pour nos industries. Donc, utilisons-les, profitons-en. Si on vous dit ça, c'est qu'on a régulièrement des maires au téléphone qui nous disent voilà, dans mon territoire, je voulais intégrer une industrie et comme il y a une libellule ou quelque chose, ou un scarabée, une chauve-souris, on l'a vu avec le maire de Villemur-sur-Tarn. Exactement, qui nous disent finalement les industries décident d'aller ailleurs parce qu'elles ne peuvent pas se poser en fait. Nous spécifiquement, justement, on va s'installer un peu dans les campagnes. Donc on est des fois effectivement confrontés à ce genre de problématiques. Ça prend du temps parce qu'il faut rencontrer justement les associations aux communes. Je vais vous dire, le site où on a mis le plus de temps, donc il y a une certaine résilience, c'est 14 ans. Vous vous rendez compte? Pour ouvrir un site. 14 ans. Donc, ce qu'on demande actuellement, justement, en tout cas, merci d'être resté, parce que certains sont très résilients. Patience et longueur de temps, justement plus que force ni courage. D'arrêter de rajouter aussi des réglementations sur des réglementations et de nous aider, vraiment nous accompagner vers la réindustrialisation. Tout à fait. On se rejoint. Je veux bien qu'on parle de réindustrialisation et d'être d'une France compétitive, attractive, mais déjà, aidons les industriels qui sont en place. Ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envie, de se développer, mais on a tous les jours, ah ben ça vous pouvez pas parce qu'il y a cette norme là, ah ben ça vous pouvez pas parce qu'il y a cette norme là, ah ben ça vous pouvez pas. Mais juste arrêtons un petit mot parce qu'on va être en retard. Juste un point sur cet aspect-là. C'est un débat depuis très longtemps sur l'odeur du système de subventions, toute la lourdeur taxonomique, etc. On en parle depuis des années maintenant. Il y a quand même un point. Je pense que un message important. Les industriels ne disent pas pour autant qu'ils veulent se soustraire forcément à la réglementation. Absolument. Ce qu'ils demandent par contre,
absolument, c'est une équité sur des entreprises qui aujourd'hui peuvent importer relativement impunément des produits qui ne respectent aucune règle. C'est le même problème avec les agriculteurs que vous avez. Exactement. Là, on parle beaucoup des règles. On voudrait tous qu'elles baissent ou qu'elles s'ajustent, qu'on embrasse mieux la complexité de ces choses-là. C'est de la justice, contre, en fait. À minima, si on veut que les gens arrêtent de hurler et puissent travailler un peu plus sereinement, ok pour jouer le jeu. Par contre, tout le monde joue les mêmes règles, y compris les gens qui viennent de l'extérieur. Allez, vous restez avec nous. Avec les mêmes règles. On fait une petite pause et on va revenir sur l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui dans l'industrie, on ne peut plus peut-être faire sans. On va en parler, révolution ou défi. On est, en tout cas, ce sera la dernière partie de cette émission et après, tout le monde rentrera chez soi. Alors que nous, notre intelligence est 100% naturelle. En tout cas, la mienne. La vôtre, je sais pas. Allez, à tout de suite. C'est Brigitte Lahaye. Sud Radio. Grâce à vous, nous sommes 1 million sur YouTube. Écoutez, franchement, bravo et merci à tous d'être à l'écoute de Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. C'est une très bonne ambiance ici, à Global Industrie 2025, avec nos invités qui sont très agréables, très sympathiques. Aurélien Grohe est avec nous, fondateur de Influstriel et aussi d'un collectif d'influenceurs. Vous allez nous en parler. Hein. Florence Berthaud, directrice générale adjointe de Fanuc France. Carole Denise, qui est chargée de mission RP chez Mirec. Sébastien Van Der Bos, qui est directeur de OMP Fonderie Zamac et président d'Expérience Zamac. Et Christophe Chambet, qui est président de Pracartis. Et vous, au 0826 300 300. En tout cas, merci de votre fidélité. On parlait de l'intelligence artificielle. Tiens, on va commencer par vous, Aurélien Goyer, puisque l'intelligence artificielle, forcément, l'influence, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, il y a un lien aujourd'hui, et on parlait d'appétence tout à l'heure pour l'industrie. Ça, c'est vraiment peut-être une technologie qui peut attirer des talents et faire en sorte que l'industrie accélère et que sur les métiers de pénibilité, c'est aussi une action. Je pense que indéniablement, l'IA va permettre d'accélérer un certain pan de l'industrie. Je pense qu'il ne faut pas trop le fantasmer. Il y a quelque chose dont je me méfie un petit peu sur les grandes annonces qui ont été faites autour de l'IA. Vous avez dû voir passer les 109 milliards annoncés par le président Macron autour de l'IA. Je me méfie un peu des grands mouvements parce que quand on parle d'IA, on parle quand même beaucoup de fonctionnalités. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des grandes annonces qui avaient été faites sur le cloud français, européen à une époque. Oui. On demande toujours où il est. Et donc là où j'invite un peu à se méfier, c'est de se dire ok, l'IA c'est une technologie disruptive énorme qui va changer la donne dans l'industrie, mais concentrons-nous sur la valeur ajoutée et évitons de nous pencher trop tout de suite sur la technologie. La question c'est il y a plein de petits cas très intéressants dans l'IA. Je prends un exemple très simple. On sait qu'il y a une seniorisation en France de la population active et une seniorisation aussi, donc par définition proportionnellement dans les usines, dans les entreprises industrielles. Aujourd'hui, vous avez tous connu cette personne qui a souvent 20 ans de boîte et quand il part à la retraite, il emmène avec lui 30% du capital de connaissances, 20 ans d'histoire, etc. Et aujourd'hui, il y a des IA, par exemple, qui sont des IA de capitalisation de la connaissance, où 10 minutes par jour, cette personne, qu'on va appeler Jean-Yves, tiens, voilà, Jean-Yves, 10 minutes par jour, il parle... Très à la mode, comme je sais pas, choisissez un prénom, Cécile. Philippe. Philippe, voilà. Et là, Philippe, c'est mieux, c'est branché. Philippe est dans l'usine, et 10 minutes par jour, il va raconter comment il a appris à programmer telle ou telle machine, et comment il a mis 10 ans à devenir vraiment le meilleur là-dessus. Ça va lui générer des fiches automatiques d'IA qu'il pourra transmettre éventuellement à son départ parce que en fait, et un autre point et je termine parce que je suis très bavard, je m'en excuse à l'avance, l'industrie est un des secteurs d'activité qui génère le plus de données. L'IA sans données, c'est une coquille vide. Il faut qu'aujourd'hui, l'industrie apporte des données très spécifiques, pas uniquement des données comportementales de quand on se balade sur Internet, des données très spécifiques, vibratoires, sur la structure des pièces, etc. Et l'IA peut grandir grâce à l'industrie, mais pour ça, il faut que ça soit deux mondes qui convergent un petit peu mieux. Je me retourne vers Sébastien Van Der Bos. Forcément, la main, l'IA ne va pas transformer la main du fondeur. Non, soyons tout à clairs. fait. Je rejoins tout à fait ce ce qui vient d'être dit. L'IA, il ne faut pas la prendre comme la bête noire qui va détruire l'industrie. Non, ça va être un vrai outil industriel. Pour nous, par exemple, on n'a plus d'historique sur la fonderie. Il n'y a plus d'école de fonderie. Il y aurait eu l'IA il y a 20 ans,
C'est simple, en fait. On a toutes les données qui sont enregistrées. Il n'y a plus d'école de fonderie. Il n'y a plus d'école de fonderie sur du la coup, fonderie. Quoi, ça se transmet. C'est un savoir qui se transmet de personnel dans l'entreprise à personnel dans l'entreprise. Mais il faut aussi avoir les bonnes personnes qui veulent transmettre. Il y a des gens qui veulent pas transmettre leur savoir parce que ils veulent se rendre indispensables. Mais indispensables, j'ai envie de dire, il y en a plein les cimetières. Ça, c'est clair. Mais en tout cas. C'est Clémenceau qui disait ça. Mais en tout cas, l'IA est là pour collecter en effet des données, et ces données nous donnent une rapidité d'analyse et nous donner des solutions à un problème. Un technicien maintenance, par exemple, je suis en train de connecter toutes mes machines, on va collecter toutes les infos. Une machine va être en panne sur tel point, on va pouvoir dire attends, est-ce qu'on a déjà résolu ce problème avec ça? Et il va perdre 5 minutes de son temps, alors qu'il pourrait perdre une journée sur une panne machine, par exemple. On va faire tourner la parole. La parole, il nous reste 4 minutes, même pas. Pour vous, l'IA, dans les machines de haute technologie ou dans la mécanique de précision, c'est vraiment un enjeu? Oui. Et pour vous également, évidemment, dans le recyclage. Allez-y. Oui, absolument. C'est vraiment aujourd'hui une des clés du développement, particulièrement dans l'usinage. À partir du moment où on est capable de capter de la donnée, de la traiter, on va pouvoir rendre la machine beaucoup plus intelligente, moins de pertes peut-être. Moins de pertes, des gains d'énergie, des gains de temps de cycle, moins de rebut, d'optimisation. Voilà, tirer le meilleur parti de la machine pendant toute sa période d'usinage. Et ça, c'est formidable parce que ce sont des gains extrêmement intéressants et qui s'inscrivent pleinement dans ce qui est important pour nous aujourd'hui, l'industrie durable, la décarbonation de l'industrie. Florence Berthaud avec forcément ces robots industriels. Alors je valide totalement, effectivement, on est absolument là-dessus. Nous, on a effectivement des systèmes, l'IA, on est vraiment sur du gain de temps et du gain de performance. Et c'est ce dont on parle. Par exemple, sur les machines ou autres, on fait beaucoup de paramétrage manuel. On continue de faire du paramétrage manuel. Mais tout l'intérêt de l'IA, c'est qu'il permet d'augmenter ce paramétrage manuel, de le rendre encore plus efficient, encore plus performant. Et on gagne effectivement en qualité, en moindre rebut et autres. Ça, c'est certain. Chez Chimyrec, dans le recyclage, on travaille avec l'IA. Quand on parle de l'IA, justement, l'IA, c'est vaste. Il y a l'IA prédictive, il y a l'IA également générative. Donc, toute forme d'IA à tous les étages. Donc, c'est bien dans l'administratif que dans la production, que dans le côté financier également. Voilà, l'IA, c'est partout. Et évidemment, tout le monde y est. Merci mille fois à vous tous. Malheureusement, cette émission s'achève avec le football. Heureusement, avec le football, ça s'achève avec vous, mais on repart sur une victoire du PSG. Je sais que ça va faire plaisir à Tonton. Salut. Bonjour, tonton Maurizio. Ouais, salut à vous. On vous écoute depuis tout à l'heure. Tu t'es remis des tirs au but d'hier soir? Oui, mais on a vraiment passé un bon moment. On va y revenir. J'ai avec mes invités, avec Pierre Grégoire, Gilles Favard et Eric Blondel. On va revenir sur cette fameuse qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions du PSG. Et puis on va revenir aussi sur l'OM, faire un petit point sur l'OM avec Bastien Aubert de butfootballclub.fr, notre partenaire. Et voilà, on est en place, on attend, on vous écoute, on vous laisse finir. Nous, on est dans les startings. Allez, on vous applaudit en tout cas, bravo les gars. Bravo. Merci, à tous. Voilà, bonjour à tout le monde à Lyon. Allez, merci à Global Energy de nous avoir accueillis ici. On remercie Arthur, on remercie bien sûr Maxime, notre magnifique réalisateur, Félix, Nelly, Aude, enfin voilà. On remercie également Sébastien Gillet et Julie Voyer, les co-directeurs. On remercie nos invités du soir, Aurélien Goyer, Florence Berthaud, Carole Denis, Sébastien Van Den Bosch et Christophe Chambet. Allez, tout de suite, c'est le football et je vous donne le score à la mi-temps. Lille mène 1-0 devant le Borussia Dortmund. Un but de David. Logique, les David, ce sont les meilleurs, ma chère Cécile, vous le savez. Très bien. En tout cas, passez une très belle soirée. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. Salut et à demain.